Chers auditeurs, merci d'être à l'écoute de Rewmi FM. Bonjour et bienvenue à ce grand oral du 24 octobre 2020. Vous le savez, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. C'en est un autre de recevoir ce matin Maître Abdoulaye Tine, avocat au barreau de Paris, spécialiste du Conseil de sécurité de l'ONU. C'est lui aussi le leader du parti l'Union sociale libérale, USL. Maître, bonjour et merci d'être là ce matin. Bonjour madame et merci pour l'invitation. C'est un grand plaisir de vous recevoir sur ce plateau du grand oral pour la deuxième fois, si je ne m'abuse. Voilà. Tout le plaisir est pour moi. Merci. Hassan, bonjour et bonjour merci d'être là aussi. Bonjour maître. En mode Danan ce matin. Merci en tout cas d'être là et merci à tous les auditeurs pour leur fidélité à ce programme. Merci. Alors, sans plus tarder, nous allons découvrir notre invité dans la rubrique Portrait avec Elisabeth Diatta. Tine est né le 24 juillet 1975 à Dakar. Il est docteur en droit et avocat au barreau de Paris. Il est fondateur du cabinet d'avocats Cabinet Tine situé. Il a acquis une expérience internationale auprès du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme à Genève et du service des relations européennes et internationales du barreau de Paris. Ce spécialiste du Conseil de sécurité de l'ONU est l'auteur d'une thèse sur la politique juridique de l'ONU. Contribution à l'étude de la gestion normative des crises au titre chapitre 7. Il est titulaire du certificat du Centre d'études et de recherche de droit international et des relations internationales de l'Académie de droit international de La Haye. Co-auteur également de l'ouvrage Terrorisme et droit international publié par l'Académie de droit international de La Haye en 2007. Maître Tine est intervenu en 2007 comme expert indépendant pour la France dans le cadre du bilan de la mise en œuvre de la résolution 1540 du Conseil de sécurité des Nations Unies en Asie du Sud-Ouest. Cette résolution vise à interdire à des acteurs non étatiques de se procurer des armes nucléaires, chimiques ou biologiques ou leurs vecteurs d'en mettre au point ou bien de se livrer à leur trafic ou d'en faire usage. Il est en outre spécialiste des questions de droits de l'homme, de justice internationale, de maintien de la paix et de la sécurité internationale. Maître Abdoulaye Tine est aujourd'hui l'invité du grand oral. Merci Elisabeth Diatta. Il a été aussi candidat à la candidature pour la présidentielle passée. Maître, que dire de ce portrait? Il vous présente assez bien. Oui, je pense que c'est un portrait fidèle de mon parcours et d'ailleurs je suis étonné de la précision. Merci à Elisabeth Diatta et félicitations pour ce portrait de l'invité de ce grand oral, Maître Abdoulaye Tine, avocat au barreau de Paris, spécialiste du Conseil de sécurité de l'ONU. Je rappelle. Non, il plaide à Paris. Non, je suis à Paris. Pas à Dakar. À Paris. Je suis à Paris. D'accord. Et il est aussi leader du parti Union sociale libérale. La précision est de taille, Hassan. Oui, je veux savoir si tu es inscrit au barreau de Dakar. Non, mais à Paris, on peut plaider à Dakar. D'accord. Voilà. Il y a un accord de réciprocité entre les deux juridictions. De la même manière, vous entendez plusieurs confrères aller à Dakar, à Paris plutôt, pour faire des procédures. Mais vous plaidez exclusivement à Paris? Non, et à Dakar aussi. Ici, vous me voyez sur plusieurs affaires. Ça fait longtemps que je ne suis pas allée au tribunal quand même. Voilà. Alors, merci d'être là en tout cas ce matin. Maître, naturellement, on démarre avec cette crise post-électorale en Guinée qui devient quand même assez inquiétante. Oui. Quelle lecture en faites-vous et à quoi vous vous attendez surtout? Les résultats sont attendus dans quelques minutes. On les aura peut-être dans même ce grand oral en direct. Oui, d'ici une demi-heure normalement à 11h30 donc temps universel plutôt, la commission doit prononcer. Mais je pense que aujourd'hui tous les analystes savent déjà le sens de la proclamation de ces résultats. Tout laisse croire effectivement que le président actuel, qui a modifié la Constitution alors qu'il savait pertinemment qu'il ne pouvait pas avoir un troisième mandat, a voulu soi-disant rallonger son mandat, le mandat présidentiel, de le faire passer de 5 à 6 ans, c'est-à-dire juste ajouter une année, et sous couvert effectivement de cette révision constitutionnelle
constitutionnel, on sait que l'objectif caché, effectivement, c'était de remettre les compteurs à zéro, c'est-à-dire aujourd'hui, il peut prétendre à 2 mandats de 6 ans, c'est-à-dire jusqu'en 2032. Cela nous interroge à plusieurs titres aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, je pense que la question du 3e mandat est devenue, pour les pays africains, un enjeu de stabilité. Et un enjeu de stabilité, un enjeu de gouvernance. Et tout laisse croire effectivement, sauf effectivement une implication beaucoup plus accrue de la communauté internationale, parce que jusqu'à présent, le Conseil de sécurité des Nations Unies quand même, qui, au-delà des mécanismes régionaux, que ce soit la CEDEAO ou l'Union africaine, a la responsabilité première de prévenir les risques de menaces à la paix et à la sécurité internationale. Et aujourd'hui, il y a une menace au sens de la Charte des Nations Unies, parce que la situation aujourd'hui est explosive. Donc, il va de soi que je pense que le Conseil doit se saisir de cette question, parce que la question électorale a été, dans les années 90-2000, une question qui était au cœur de l'action du Conseil de sécurité des Nations Unies. Parce que, dans un premier temps, lorsque la Charte a institué le Conseil, on avait un problème. C'était un État A qui faisait la guerre à un État B. Aujourd'hui, avec l'éviction du recours à la force dans les relations internationales, il n'y a plus aucun État. Le dernier, c'était l'Irak de Saddam Hussein, qui avait essayé d'envahir le Koweït. Depuis lors, on n'a plus vraiment des guerres interétatiques. Dans un second temps, dans les années 90, nous avons vu effectivement avec l'ouverture des systèmes démocratiques, c'est-à-dire la démocratisation, les États ont implosé de l'intérieur et on a vu avec les programmes d'ajustement structurel, on acerber la situation au point effectivement que nous avons une situation de tension qui rappelle aujourd'hui ce qui se passe en Côte d'Ivoire, ce qui se passe au Nigeria d'une certaine manière. Donc tout ça, pour répondre à votre question, c'est que au-delà de la Guinée, il y a un risque de déstabilisation régionale parce que c'est un pays limitrophe et il va de soi que lorsque, en tout cas, on a un conflit dans un pays limitrophe, il risque d'y avoir des répercussions, ne serait-ce que sur le plan des réfugiés et aussi de l'implication des populations, c'est-à-dire des enjeux intercommunautaires, parce que c'est les mêmes peuples qui sont de part et d'autre des frontières. Donc, tout cela doit nous amener à une réaction urgente pour essayer de préserver la stabilité de ce pays et de ne pas laisser les acteurs s'approprier effectivement de l'avenir du pays. Hassan ? Oui, merci Fatou. Maître, bonjour. Vous avez effectivement été très équilibré dans l'analyse. Justement, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a une responsabilité de part et d'autre, la part de Cellou, pour avoir violé les règles électorales en prononçant sa victoire déjà quelques heures après le vote, de la part également de Alpha certainement, en séquestrant pratiquement Cellou dans son domicile. Est-ce que véritablement il n'y a pas là de la part des acteurs un excès de zèle qui a abouti à cette situation-là? Écoutez, effectivement, vous savez, comme disait Montesquieu, tout régime politique a ses vertus spécifiques. Et les vertus de la démocratie, c'est l'apaisement et la modération. C'est très important, vous l'avez dit tout à l'heure. Mais on peut analyser peut-être les propos de Cellou, parce que je l'ai rencontré à Paris il y a quelques mois, bien avant l'élection. On peut l'analyser sous l'angle de la stratégie politique, parce qu'il a un adversaire imprévisible, insaisissable, qui ne respecte pas les règles. Peut-être il n'avait autre possibilité que d'essayer effectivement d'alerter l'opinion. Donc il a essayé d'anticiper, de s'affranchir des règles d'une certaine manière. Et oui, vous parlez du respect des règles électorales. Je vous rappelle qu'il y a 2 commissaires quand même qui se sont retirés des travaux depuis jeudi. Ils ne participent plus parce que la commission n'a pas pris en compte leurs observations sur le processus de totalisation des voix d'une certaine manière. Tout cela, bien sûr, risque de nous amener à des résultats qui seront proclamés dans peut-être quelques minutes, qui vont avaliser la victoire d'Alpha Condé pour un 3e mandat. Il s'ensuivra une contestation populaire, comme on le voit. Qui a déjà commencé. À Conakry comme à Dakar. Qui avait commencé d'ailleurs bien avant, parce que déjà avant le référendum. Contre le 3e mandat. Au moment des élections législatives,
aussi, et surtout aujourd'hui ce n'est que l'épilogue d'une certaine manière. Au-delà de cela, ce qui se pose, c'est que déjà on savait que de toutes les façons la situation actuelle ne surprend pas. C'est pas une situation surprenante, c'est que c'est une évolution logique. Au moment du référendum, on sait déjà qu'un électeur sur 3 était inscrit sans avoir présenté une pièce d'identité. Ça posait déjà un problème de fiabilité, du fichier électoral. Il y avait des mineurs qui étaient dans le fichier électoral. Dès lors, il n'est pas étonnant que les résultats soient des résultats qui sont erronés ou qui sont tronqués de manière volontaire pour avaliser la victoire du président en exercice. Et les institutions guinéennes dans tout ça? Alors, les institutions guinéennes, vous savez, la réforme en tant que telle, je l'ai dit tout à l'heure, l'argument officiel, c'était de rallonger le mandat d'une année, mais sincèrement 12 mois c'est dérisoire pour réformer une constitution. Mais au-delà de cela, c'était aussi de renforcer le régime présidentiel. Donc aujourd'hui, on peut dire que le régime guinéen est symptomatique d'un présidentialisme, c'est-à-dire un excès de présidentialisation du pouvoir, est symptomatique effectivement de ce qu'on voit en Afrique d'une certaine manière. Et ça nous renvoie même à notre propre pays. Vous l'avez vu, aujourd'hui, le président de la République, c'est une parenthèse que je fais, mais dans le cadre de l'analyse, ça nous permet aussi peut-être d'anticiper. Nous avons vu effectivement qu'une fois réélu, il a décidé, alors que pendant toute la campagne électorale, il n'en a pas fait mention, le poste de Premier ministre. Or, le poste de Premier ministre, déjà, dans les années 90, où Abdou Diouf a essayé de le supprimer, il l'a ramené, et tous les constitutionnalistes africains étaient d'accord que pour les années à venir, avec la vague de démocratisation, non seulement tous les États africains seraient obligés de remettre en selle ce poste, mais il sera un poste indispensable pour le contrôle démocratique. Finalement, aujourd'hui, on a un Premier ministre qui n'existe plus parce qu'on l'a supprimé en tant qu'institution. Le président de la République définit à lui seul la politique de la nation. Le Premier ministre en répondait devant l'Assemblée. Mais aujourd'hui, le président il définit la politique de la nation, mais il ne rend compte à personne. Parce que la séparation des pouvoirs interdit de pouvoir le convoquer pour lui demander des comptes. Celui qui devait rendre des comptes a été supprimé. Donc, de facto, un gouvernement totalement irresponsable politique. Et vous en déduisez quoi? J'en déduis par rapport à la Guinée, c'est le même processus que nous avons eu, une révision constitutionnelle, une remise en cause effectivement des mandats précédents, c'est-à-dire effectués de 2010 jusqu'à 2020, et après une tentative effectivement de tronquer les règles du jeu pour avaliser, imposer un coup de force. Vous soupçonnez le président Sall de vouloir faire la même chose que Condé? Écoutez, je ne soupçonne de rien du tout, mais je n'exclus rien du tout. Vous attendez à tout? On s'attend à tout. Par contre, je vous dis, c'est le même. Vous savez, bien avant, c'était en 2015 ou 2016, j'ai été conférencier à Düsseldorf, en Allemagne. C'était la problématique des troisième mandats. J'ai analysé un peu le contexte au Congo, au Rwanda. Chaque fois, le président, dans un premier temps, sort, affirme devant le pouvoir, devant le peuple, qu'il n'en veut pas d'un troisième mandat. On a vu le scénario au Rwanda. Après, le parti va actionner des groupes de pression. Par exemple, on a vu au Rwanda, il a fallu une pétition de 1 million de citoyens, de signatures soi-disant, pour dire que Paul Kagame a tellement bien travaillé qu'il ne peut pas laisser comme ça quelque chose d'inachevé. Il faut qu'il aille jusqu'au bout. Bon, il a dit que moi je suis démocrate, interrogez le peuple. Et là, on a fait un référendum pour le faire. Donc, en fait, c'est quelque chose, il joue sur une habilité d'une certaine manière, subricitement. Au-delà de cela, ça nous pose une autre interrogation. C'est le rapport que nous avons par rapport à la légalité. Aujourd'hui, dans aucun des
grandes démocraties du monde. Vous savez, c'est le 22e amendement qui a réglé la question de la limitation des mandats aux États-Unis. En France, aucun président ou dans une autre démocratie n'ose, après son mandat, essayer d'initier une réforme constitutionnelle. Alors que ce qui est surprenant, c'est après la vague de démocratisation, alors que rien n'obligeait les constituants africains, ce sont eux-mêmes qui se sont auto-limités. Tout le monde a repris dans sa constitution pour lui donner une sacralité, la limitation. Le temps étant le meilleur juge, plus on se rapprochait de la fin, de la limite, on trouve des subtilités, un habillage juridique effectivement pour remettre en cause. Donc tout cela nous interroge sur la culture démocratique. Aujourd'hui, il ne suffit pas seulement d'avoir des institutions, il ne suffit pas seulement d'avoir des règles, mais il faut qu'on s'auto-interdit certaines choses. Et là, j'en termine. C'est pour ça que je dis qu'il faut pousser l'analyse. Aujourd'hui, de la même manière que la forme républicaine des États africains est quelque chose d'intangible, le respect des droits de l'homme est quelque chose d'intangible, il faut au niveau supranational, au niveau de l'Union africaine, au niveau de la CEDEAO, qu'on ait un principe constitutionnel qui rend impossible la révision des mandats et qui fait comme aux États-Unis, le 22e amendement, on avait dit que même s'il y a une révision constitutionnelle, le président qui est en exercice se verra décompté. Donc on ne pourra plus opposer la rétroactivité. L'Union africaine avait commencé la réflexion en 2007. Ils ont abandonné le projet. La CEDEAO a posé la question en 2015. Yahya Jammeh, sachant qu'il allait avoir des élections, s'y était opposé. Et je pense qu'aujourd'hui, tout l'enjeu de stabilité, aujourd'hui, la nouvelle menace à la paix et à la sécurité des États africains, c'est la question constitutionnelle et notamment la question électorale et surtout la question de la limitation du mandat, parce que ce qui se passe en Guinée aujourd'hui, c'est ce que nous avons vécu au Sénégal entre 2011 et 2012. Alors, merci Fatou. Maître, on a vu justement, vous avez évoqué ce que je qualifierais de péché originel, cette histoire de troisième mandat qui a fait que justement qu'il y a eu un référendum et que finalement Alpha Condé a réussi justement à imposer sa candidature en quelque sorte. Mais on a constaté justement que c'est comme s'il avait piégé tout le monde après, c'est-à-dire qu'en réalité il a imposé une forme de légalité, voilà, il a fait auditer le fichier électoral avec plus de 2 millions d'électeurs fictifs, il y avait eu deux ou trois experts de la CEDEAO qui ont avalisé tout ça, le processus a été avalisé par tout le monde et celui a décidé d'y participer comme si tout le monde avait avalisé les règles du jeu imposées par Alpha. À partir de ce moment-là, peut-être il faudrait bien aussi accepter ces résultats. Oui, c'est ça le paradoxe. Vous savez qu'aujourd'hui, une bonne partie de l'opposition guinéenne avait décidé de boycotter la participation. Peut-être lui. Et lui seul sait pourquoi il a décidé finalement d'y aller. Mais quoi qu'il en soit, effectivement, ça affaiblit un peu sa posture. Absolument. Parce que soit vous estimez qu'on a les garanties nécessaires pour participer au processus électoral, mais on ne peut pas participer et in fine contester. Ça pose aussi la même réflexion. Moi, on a eu au Sénégal ici. C'est un paradoxe. Voilà, c'est ça. Ça pose aussi la question aussi, ça doit amener au-delà des pouvoirs en place, que les oppositions puissent quand même se mettre dans une posture de cohérence. Si on revient ici un peu sur l'élection présidentielle, on a vu qu'au lendemain, les 4 autres candidats s'étaient réunis. Voilà. Ils avaient décidé que ces élections ne représentaient rien du tout. Absolument. Parce que c'était pas quelque chose de transparent, fiable et sincère. Absolument. Et finalement, on a vu que certains ont revendiqué le pourcentage qu'on leur avait donné. Ils ont décidé de manière unanime. Moi, je ne comprends pas, et je pense peut-être je ne comprendrai jamais pourquoi ils ont décidé d'avoir la posture de ne pas contester l'élection. Devant le Conseil constitutionnel. Devant le Conseil constitutionnel. Voilà, juridiquement. Nous, c'est une parenthèse, vous m'avez présenté comme étant effectivement parmi les candidats à la candidature, parmi les 27 en tout cas que le Conseil constitutionnel avait désigné. Nous, on est en contentieux encore avec l'État du Sénégal. Devant la CEDEAO. L'affaire devait venir en juin dernier à Abuja. Avec le Covid, il l'avait repoussé. Et là, c'était un peu les vacances judiciaires. Je pense que dans les mois à venir, on sera fixé. Mais quoi qu'il en soit. Et qu'est-ce que ça pourrait changer ?
Par rapport à cela, écoutez, moi, personnellement, ça c'est ma posture politique. Demain, si on avait une décision qui disait effectivement que le processus de parrainage n'a pas respecté les règles et les formes du protocole, j'en déduirais effectivement que le président en place aujourd'hui n'est pas dûment investi, n'est pas dûment élu. Et le moment venu, j'en tirerai toute la conséquence politique. Fatou, j'ai une suite par rapport à ma question de tout à l'heure. C'est justement le fait que Alpha ayant mis en place des règles du jeu, bien sûr que Cellou a accepté, en acceptant d'y aller, en décidant d'y aller. Aujourd'hui, est-ce que la communauté internationale n'a pas un peu les mains liées par rapport au respect des règles du jeu, au respect de la loi guinéenne? Est-ce que là, on peut reprocher à Alpha d'avoir simplement mis des règles que les gens ont accepté d'avaliser et qu'après, bien entendu, on dit non, on conteste. Est-ce qu'il n'y a pas un problème à ce niveau-là par rapport à la communauté internationale qui est liée par le fait que justement, il y a la loi guinéenne qui est en cours d'exécution par rapport à ce processus électoral et que bien entendu, la CENI va proclamer des résultats auxquels tout le monde doit se tenir. Est-ce que c'est pas ça le problème de fond? Oui, c'est ça. C'est une question très pertinente. C'est pour ça tout à l'heure, dans mon propos initial, je parlais de la nécessité pour le Conseil de sécurité des Nations Unies de se saisir de cette question parce qu'il y a un risque attentatoire à la paix et à la sécurité internationale. Tout ça. Voilà, donc mieux vaut, je pense qu'aujourd'hui, les conséquences de l'inaction du Conseil de sécurité en Guinée risquent d'être beaucoup plus graves qu'une conséquence d'une action directe. Moi, je suis pour une ingérence démocratique dans le processus. C'est mieux, c'est-à-dire pour arbitrer. Pour arbitrer, mais pour départager les acteurs. Il ne faut pas attendre qu'il y ait des conflits. Vous savez, il y a ce qu'on appelle les actions de sauvegarde de la paix d'une certaine manière. Aujourd'hui, on voit qu'il y a vraiment une contestation sérieuse. Et la question, je vous disais, c'est une question pertinente parce que effectivement, il a fait preuve d'habilité. Vous savez, c'est un juriste. C'est très, très intelligent. Vous savez, Prosper Veil, un grand théoricien du droit, disait que le droit, comme la guerre, n'est très souvent que la continuation de la politique par d'autres moyens. Absolument. Il a théorisé ce que j'ai développé dans ma thèse, la politique juridique, c'est-à-dire l'existence d'une conduite calculée pour atteindre un objectif déterminé. On parle de juriste tailleur, c'est-à-dire de juriste consulte. Il vient, il a un objectif, il est conseillé, il va essayer d'épouser les contours des critères au point qu'on ne peut pas le prendre par défaut d'une certaine manière. Et c'est aujourd'hui ce qui explique l'impuissance institutionnelle de l'Union africaine et de la CEDEAO qui ne savent même pas quel langage tenir. Parce que c'est compliqué. Et d'ailleurs, maître, pour vous appuyer sur cet argumentaire, c'est la première fois d'ailleurs que les gens contestent quelque chose qui n'existe pas encore. C'est-à-dire que les résultats ne sont pas encore là. Et on se bat. Voilà. Alors qu'il n'y a pas encore de résultats en fait. Exactement. Donc vous comprenez justement l'inaction de la CEDEAO. C'est très bizarre. De l'Union africaine. Je comprends parce que ces organisations n'ont pas les outils d'action appropriés pour gérer ce genre de crise. Vous savez, les relations internationales sont bâties sur un principe fondamental. C'est la souveraineté des États. Chaque État, donc, est souverain. Mais la souveraineté de l'État est limitée par le respect de ses engagements internationaux. Si l'État, le pouvoir en place, réussit à manœuvrer de manière serrée et à épouser les contours, il désarme un peu les acteurs qui sont appelés à le réguler. Aujourd'hui, le seul acteur capable de s'en saisir de cette question, encore une fois, c'est le Conseil de sécurité des Nations Unies. Parce qu'il y a l'article... Alors, allons suivre. Excusez-moi de vous interrompre. Les résultats, là, on me dit qu'ils sont en train d'être proclamés. Mesdames et messieurs les membres du gouvernement, mesdames et messieurs les candidats à l'élection présidentielle du 18 octobre 2020 ou leurs représentants, mesdames et messieurs les ambassadeurs
et les représentants des organisations internationales accréditées. Mesdames et messieurs, les présidents des ONG et plateformes de la société civile guinéenne, mesdames et messieurs les observateurs nationaux et internationaux, mesdames et messieurs, en vos grades, de qualité, tout protocole respectueusement observé. Tout de suite, conformément à l'agenda de la cérémonie de publication des résultats provisoires globaux du premier tour de l'élection présidentielle du 18 octobre 2020, vous aurez le mot de bienvenue de la Commission électorale nationale indépendante et la mise de silence à la mémoire des présidents et commissaires décédés. Ce mot de bienvenue vous sera livré par l'honorable Daouda David Camara. Juste après, la proclamation des résultats provisoires globaux du premier tour du scrutin présidentiel du 18 octobre 2020, qui sera faite par le président de la Commission électorale nationale indépendante, M. Kabinet Cité. En attendant qu'il termine avec le mot de bienvenue, entre autres, on poursuit le grand oral. Léon, arrivé aux résultats, on les prend en direct dans ce grand oral. Je rappelle qu'il reçoit Maître Abdoulaye Tine, leader de l'Union sociale libérale. Maître, vous en étiez justement à l'intervention du Conseil de sécurité de l'ONU. Oui, je disais que du point de vue des outils juridiques, il me semble être la seule institution internationale qui possède aujourd'hui l'arme légale pour arrêter Condé. Pourquoi? Parce que si les relations internationales sont bâties sur le principe de la souveraineté de l'État, il y a l'article 2, paragraphe 7 de la Charte des Nations Unies qui dispose quand même qu'en cas de menace à la paix et à la sécurité internationale, quand le Conseil de sécurité agit au nom ou pour maintenir la paix et la sécurité internationale, il peut se saisir des affaires intérieures d'un État, lorsqu'il risque d'y avoir des répercussions sur les États voisins ou sur la sécurité internationale de manière globale. On l'a déjà utilisé pour d'autres pays? Oui, on l'a déjà utilisé pour d'autres pays. La première utilisation, c'était donc en Haïti, l'ingérence au nom de la démocratie. On a utilisé cela dans beaucoup d'États. Vous savez, dans les années 90, lorsque nous avons eu le conflit en Sierra Leone, lorsque nous avons eu le conflit au Libéria, on parlait de sous-traitance même des opérations de maintien de la paix à la CEDEAO avec les forces de l'ECOMOG d'une certaine manière. Donc, dans un premier temps, le Conseil de sécurité peut se saisir de la question, le qualifier et à partir de là, bien sûr, ça lui donne la possibilité d'écarter la souveraineté de l'État et de prendre le problème en charge et d'exclure les instances et les acteurs locaux dans l'intérêt de la paix. Et à partir de là, bien sûr, on pourra, par exemple, prendre toutes les mesures de sauvegarde nécessaires. S'il faut déployer une force de maintien de la paix, on peut déployer cette force. Si on doit leur donner un mandat robuste pour désarmer des milices ou d'autres acteurs, ils peuvent le faire et ils peuvent même avoir la possibilité effectivement d'initier, c'est-à-dire avec un groupe de contact, des diplomates qui seront chargés peut-être de parler aux acteurs locaux, d'essayer de mettre un organe de gouvernement transitoire. Alors Hassan, on revient au Sénégal pour parler du dialogue, si vous n'avez pas d'autres questions par rapport je pense qu'on a parlé du troisième mandat parce qu'il y a un risque sérieux pour le Sénégal. Pour le Sénégal. Non seulement pour le Sénégal, mais pour la Côte d'Ivoire également, où il y a des problèmes à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'en fait, le spectre du troisième mandat, vous en avez parlé tantôt, aujourd'hui, c'est ça le problème justement en Afrique. Et véritablement, aucun État n'est à l'abri, notamment en Côte d'Ivoire, on a vu le revirement avec Alassane Ouattara, et aujourd'hui au Sénégal, la menace est réelle, malgré notre
si vous voulez, ancrage dans la démocratie et tout, dans une culture démocratique certaine, aujourd'hui, le risque est réel pour le Sénégal. Pour vous, qu'est-ce qui fait courir tous ces chefs d'État qui, certains étaient professeurs, d'autres véritablement des chantres de la démocratie et qui aujourd'hui se retrouvent véritablement dans ces réflexes-là d'une autre époque? Oui, les réflexes, comme vous le dites, c'est des réflexes, mais qui sont une tentation de retour en arrière. On a parlé des conférences nationales dans les années 90. Mathieu Kérékou, un peu partout, fait Boigny, tout le monde, effectivement, c'était la période d'ouverture démocratique. Après le discours de la boule. Où Mitterrand avait décidé de conditionner. C'est bon, allons suivre les résultats. Et nous revenons juste après. Toutes nos excuses, maître. Invité. Chers compatriotes, mes premiers mots vont d'abord aux victimes des violences que notre pays a enregistrées ces derniers jours. Je voudrais m'incliner devant la mémoire de ces victimes et exprimer la compassion et la solidarité de la CENI à tous les Guinéens qui ont perdu des êtres chers, ainsi qu'aux Guinéens qui ont perdu des biens matériels, parfois fruits des labeurs de toute une vie. Je souhaite une meilleure santé aux personnes qui ont subi des blessures graves. La Commission électorale nationale indépendante condamne ces violences et leurs auteurs. Elle invite les services compétents de l'État à faire toute la lumière sur ces malheureux événements et à faire en sorte que les coupables répondent devant la loi. Encore une fois, rien ne doit justifier un tel déchaînement de la violence après le vote paisible du peuple souverain de Guinée, le 18 octobre dernier. Chers compatriotes, nous voici au terme des opérations de totalisation des votes effectuées par la CENI, en application de l'article 90 du Code électoral révisé, en présence des représentants de tous les candidats, des membres de la société civile et des observateurs nationaux et internationaux. À la fin de ce moment historique de notre démocratie et en raison des circonstances, il m'a semblé utile et nécessaire de partager avec les Guinéennes et les Guinéens les sentiments d'espérance qui m'animent. En effet, j'ai noté chez les populations un engouement exceptionnel pour cette élection présidentielle. C'est là depuis la fixation par décret présidentiel de la date du scrutin. La qualité de la mobilisation et de la participation observée lors de cette consultation sont en phase avec le score enregistré ces derniers temps dans les pays voisins et dans la sous-région. En tant que produit de la société civile, ayant une certaine aptitude à décrypter les dynamiques sociales, j'en ai déduit une volonté affirmée de la part de nos compatriotes à s'impliquer, à participer, à prendre leur part dans la construction d'une société démocratique en Guinée. En conséquence, à mon humble avis, alors, on reviendra tout à l'heure avec la CENI de la Guinée, en attendant la fin de ce discours et la proclamation des résultats. Hassan, on peut parler rapidement du dialogue politique au Sénégal. Vous voulez terminer? Il a posé tout à l'heure une question intéressante. Qu'est-ce qui fait que ces chefs d'État continuent à s'agripper au pouvoir et à vouloir un mandat et à revenir sur leurs paroles et surtout à vouloir remettre en cause la limitation? Moi, mon analyse personnellement, c'est que c'est la continuité de la perception que nous avons du pouvoir, c'est-à-dire la patrimonialisation du pouvoir. C'est très important. C'est moi ça. La patrimonialisation du pouvoir, vous l'avez vu ici au Sénégal. Actuellement, le président actuel, il a bâti sa campagne sur le fait qu'il y avait un projet de dévolution monarchique du pouvoir. Aujourd'hui, il ne s'en cache pas. Ouvertement, il gouverne avec sa famille en première ligne. Donc finalement, au-delà, la fin du mandat est synonyme donc de compte à rendre d'une certaine manière. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, l'alternative qui se pose et après le palais, vous risquez de passer par la maison d'arrêt.
Aziz en Mauritanie. Donc, ce qui veut dire que finalement, les gens, ils vont attendre, ils vont repousser, ils ne tranchent pas la question. Lorsque quand même, ils sont confrontés à l'heure de vérité d'une certaine manière, ils commencent à vouloir faire de la résistance. Et à partir de là, ils vont essayer de prendre des experts pour donner une justification légale à leur posture. Leur parti qui sort pour donner une justification politique. Et à partir de là, ils vont agir en violation des principes. Et à partir de là, bien sûr, ils font comme disait Machiavel. La plupart, c'est, vous savez, en politique, il y a deux écoles. Il y a l'école de Montesquieu qui prône la vertu. J'ai parlé tout à l'heure de la nécessité de la modération pour la démocratie, mais il y a certains des courants, c'est Machiavel, qui disent que le prince n'a pas à respecter sa parole si ce respect est de nature à lui faire perdre le pouvoir. Absolument. Et il y en a qui ne s'en cachent pas pour le mettre en œuvre. Alors, Fatou, il y a cet aspect lié au fait que justement, comment dirais-je encore, le débat juridique s'est posé au Sénégal. Et ça, c'est extrêmement important. Juridiquement, les gens ont besoin de savoir, est-ce que oui ou non Macky Sall a le droit de faire un troisième mandat? Et ça, je ne sais pas quoi est-ce que vous répondez, maître. Écoutez, pour moi, donc mon analyse, c'est qu'aujourd'hui, Macky Sall ne peut pas et ne doit pas faire un troisième mandat. C'est la mienne aussi. Ça Il ne peut pas. C'est mon analyse aussi. Si on se fonde déjà sur le texte d'une certaine manière, ce qui a été révisé, vous savez, son ministre de la Justice est sorti, d'ailleurs, pour en donner la justification. Lui-même, il l'a dit. L'enjeu, ce n'était même pas la limitation en tant que telle. Parce que quand Macky Sall est venu, la limitation était déjà en cours. Donc c'est un texte qui était dans le dispositif. Qu'on n'avait pas besoin de modifier. C'est important. Contrairement à Alpha Condé, qui est habile, qui a essayé de fonder une nouvelle république, nous n'avons pas refondé une nouvelle république. Ce qui veut dire que le dispositif n'a pas véritablement bougé. Ce qui était l'enjeu de la réforme, c'était de faire passer de 7 à 5 ans. Ce qui veut dire que, en réalité, la limitation n'a pas bougé. Alors, où est la nouveauté? Où est la nouveauté? Donc, juridiquement, comme lui, il l'a reconnu, son ministre de la Justice a même dit que les Sénégalais ne savaient pas peut-être lire les textes, ce qui les soupçonnait effectivement. Ils ont dit que le débat est tranché. Donc, d'un point de vue juridique, il n'y a même pas matière à débattre. C'est clair. Pour moi, c'est clair. Il y en a qui évoquent d'ailleurs l'esprit de la Constitution, l'esprit du texte. Oui, vous savez, en matière juridique, c'est comme en matière religieuse. Il y a le texte et il y a le contexte. Et des fois, le contexte est plus fort que le texte d'une certaine manière. C'est souvent ça. Parce que le texte, en réalité, c'est nous, vivants, nous avons voulu nous donner une règle et la codifier quelque part. Des fois, compte tenu du caractère ouvert du langage, il peut y avoir des insuffisances du texte. Dans la façon de l'exprimer. Mais si on retrace le parcours de Macky Sall, et là je parle plus, quand je dis il ne peut pas, c'est juridiquement, il ne doit pas. Si maintenant je parle politiquement et moralement. Politiquement, pourquoi il ne peut pas? Parce que nous avons lutté ensemble, je dis lutter ensemble parce que nous étions du même bord, pour qu'il n'y ait pas un troisième mandat. Lui-même, il a battu une partie de sa campagne sur cet argument. Troisièmement, c'est que moi j'étais aussi l'avocat du collectif des victimes des violences électorales, y compris de Mamadou Diop, mais autres d'une certaine manière. Et là, j'évoque la morale. Aujourd'hui, si Macky Sall déclare qu'il est candidat à un troisième mandat, c'est un deuxième assassinat de Mamadou Diop, c'est-à-dire l'esprit de son combat. Donc, juridiquement, il ne peut pas l'être. Politiquement, il ne peut pas l'être. Et moralement, il doit s'interdire de l'être. Au troisième mandat. Alors, je voulais qu'on parle du dialogue parce que je me pose la question, est-ce que si les règles électorales à venir se définissent à travers ce dialogue avec tous qui participent comme leader politique de l'opposition, on ne va pas vers aussi quelque chose de légal comme en Guinée? Ne le pensez-vous pas?
Parce que là, on est en train de parler du fichier et de tout ce qui va avec, en attendant de réécouter les résultats. 96, région Asie 1157, région Europe 11 346, région de Bokeh 433 492, région de Conakry 1 016 848, région de Farana 463 280, région de Kankan 1 173 421, région de Kindia 706 074, région de Labé 424 832, région de Mamou 321 280, la région des Zérékoré 779 997. En termes de bureaux de vote, le même nombre d'électeurs a donné 14 938 bureaux de vote à l'intérieur du pays et 195 dans les ambassades et consulats de Guinée à l'étranger. Il est à noter que le vote n'a pu être organisé que dans 8 ambassades de Guinée en Afrique en raison de la pandémie au coronavirus. La répartition électorale par genre donne 53% de femmes et 47% d'hommes. Mesdames et messieurs, distingués invités, chers compatriotes, c'est aussi le lieu de dire qu'au plan financier, cette élection aura été un véritable défi pour l'État guinéen. En effet, malgré un contexte sanitaire marqué par la pandémie à coronavirus, le gouvernement guinéen n'a lésiné sur aucun moyen en finançant entièrement et sur fonds propres l'élection présidentielle du 18 octobre 2020. Par ailleurs, malgré la récession ambiante, il a pu dégager des moyens logistiques conséquents pour un meilleur accomplissement des différentes opérations. Il en est de même pour les partenaires techniques et financiers. Ceux qui pouvaient apporter des ressources l'ont fait. Ceux qui ont voulu assister avec des idées et conseils l'ont fait et bien fait. Je voudrais ici transmettre à tous les sentiments de gratitude infinie de la CENI. Pour conclure mes propos, permettez-moi d'en appeler encore une fois au calme, à la sérénité et à la fin de toutes les violences post-électorales. Sachons-nous retrouver pour concevoir et tracer ce qui est meilleur pour les filles et les fils de la Guinée. Il n'y a que dans la paix et la stabilité que nous continuerons d'enraciner notre démocratie et de bâtir une nation socialement et économiquement forte et prospère. Pour cette élection présidentielle, considérons avec sagesse et foi que c'est la Guinée qui a gagné. C'est sur ces éléments que je vous invite à suivre les résultats provisoires globaux du premier tour de l'élection présidentielle du 18 octobre. Synthèse des résultats provisoires. Total général des bureaux de vote. C'est le premier tour. Total général des bureaux de vote, 15 131. Total général des bureaux de vote pris en charge, 14 547, soit 96,14%. Nombre de circonscriptions électorales, 63. Nombre de circonscriptions électorales ayant voté, 46. Total général des inscrits, 5 410 089. Total des votants, 4 267 594. Total général des bulletins nuls, 168 273, soit 3,94%. Total général de suffrages valablement exprimés,
4 099 321 pour un taux de participation globale de 78,88. Ont obtenu professeur Alpha Condé, RPG Arc-en-Ciel, 2 438 815, soit 59,49%. Bakale Traoré, Pacte, 29 589, soit 0,72%. Makale Camara, FAN, 29 958, soit 0,73%. Ousmane Doré, MND, 46 235, soit 1,13%. Abdoulaye Kourouma, RRD, 19 073, soit 0,47%. Ibrahima Abessila, NGR, 63 673, soit 1,55%. Mamadou Selou Dalen Diallo, IFDG, 1 373 320, soit 33,50%. Mandiouf Moro Sidibé, AFC, 10 362, soit 0,25%. Ousmane Kaba Pades, 48 623, soit 1,19%. Abdul Kabele Kamara, RGD, 22 507, soit 0,55%. Lai Suleiman Diallo, PLP, 9 619, soit 0,23%. Bouya Konate, UDIR, 7 544, soit 0,18%, pour un total de 4 099 321, soit 100%. L'essentiel est connu. Alpha Condé sort vainqueur de cette élection présidentielle guinéenne avec 59%. Et Selou Dalen Diallo, 33%, à 5%. Oui. Une surprise, maître? Non, aucune surprise. C'est dans l'ordre naturel des choses. Donc le président savait pertinemment qu'il ne pouvait pas avoir un troisième mandat. En 2010, il a été élu pour 5 ans. Il a été réélu. Donc, il avait décidé de faire un forcing pour rester à la tête du pays. Dans un premier temps, il a essayé quand même de réviser les règles et il a établi une nouvelle constitution pour mettre à zéro les compteurs, ce qu'il a réussi. L'acte 2, effectivement, c'était de gonfler au maximum le fichier électoral avec des personnes qui lui étaient favorables. Je vous l'ai dit qu'il y a des personnes qui étaient mineures qui étaient dans le fichier électoral et 1 sur 3 n'avaient même pas de pièce d'identité et on les a inscrits. Donc l'acte 3 de cette pièce de théâtre, effectivement, c'était d'organiser ce scrutin et aujourd'hui ce n'est que de l'aboutissement. Et tout cela, bien sûr, c'est la paix et la stabilité qui risquent d'en pâtir. Et c'est pour ça que tout à l'heure, pour revenir à la question de Hassan, je disais que si les relations internationales sont bâties sur le principe de la souveraineté des États, il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, l'article 2, paragraphe 7 de la charte permet au Conseil de sécurité de prendre en charge une affaire intérieure, c'est-à-dire d'écarter la souveraineté parce qu'il y va de la stabilité de la paix régionale ou internationale. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, je pense que si on ne veut pas que l'irréparable se produise en Guinée, il va falloir de manière très urgente une réunion du Conseil de sécurité. Il va falloir effectivement essayer de constater effectivement en tout cas que la situation aujourd'hui n'est pas acceptable et de prendre des responsabilités pour prendre des mesures appropriées. Nous analyserons davantage cette situation tout à l'heure après l'édition de midi dans une édition spéciale que nous vous proposerons. Alors maître, on répond à la question du dialogue politique. Sur quoi pourrait-il aboutir au Sénégal pour parler de maintenant la justice aussi qui a des problèmes? Oui, le dialogue politique, comme je disais tout à l'heure, en politique, on a deux camps. On a le camp des adeptes de Machiavel,
qui pensent que la fin justifie les moyens. Moi, j'ai toujours dit que si la fin justifie les moyens, c'est que cette fin, elle est très peu recommandable. Et les autres qui essayent de promouvoir la vertu, j'essaye d'être dans ce camp. Et je pense que l'une des vertus cardinales de la démocratie, c'est le dialogue. Le dialogue est consubstantiel à la démocratie. Je peux même dire que le dialogue est à la démocratie ce que la morale est à la religion. Donc, il va de soi qu'il faut cultiver. Mais le dialogue en tant que tel ne doit pas être une stratégie politique d'une certaine manière. Moi, j'étais à l'ouverture du dialogue au palais, à la salle des banquets. À la salle des banquets, le président, personne ne l'a interpellé. C'est lui-même spontanément qui s'adressait à nous, la classe politique présente, a dit qu'il n'est plus dans ses calculs de stratégie. Ouais, c'est ça qu'il avait dit. D'accord. Il n'est plus. Donc lui, il avait dit qu'il était. Donc il s'est absous en disant donc troisième mandat, tout ça, il n'y a plus d'enjeu. Donc il s'est mis dans la posture. Je ne suis plus dans les calculs. C'est pour ça que je dis que j'ose espérer que il restera fidèle à cette déclaration. Donc, à l'ouverture du dialogue, il y avait un esprit, en tout cas, qui avait prévalu. Moi, j'avais ni préjugé, ni favorable, ni défavorable. J'attendais de voir, parce que, quand même, on l'a suivi ces dernières années, avec des revirements, des remises en cause de la parole donnée. Mais, dès le début, quand on a parlé de la formation des commissions, les règles de fonctionnement, moi personnellement, j'ai estimé que ce dialogue ne pouvait pas aboutir à quelque chose qui soit de nature en tout cas à réconforter la démocratie au Sénégal. On a décidé de prendre nos distances vis-à-vis de cela. Vous êtes retiré. On n'a même pas participé à aucune, rencontre, des rencontres d'une certaine manière. Par contre, libre aux autres d'y participer. Sauf que vous l'avez dit tout à l'heure, ces institutions politiques, que ce soit des partis politiques ou d'autres structures, risquent effectivement de légitimer les recommandations, le processus d'une certaine manière. Et à partir de là, c'est tout l'habilité des princes africains, des nouveaux princes africains d'une certaine manière, parce qu'ils arrivent à avoir le paravent démocratique, l'habillage juridique d'une certaine manière, pour remettre en question ce qu'est la substance de la démocratie, c'est-à-dire le respect des règles en toutes circonstances et en tout lieu. On en arrive, Hassan, au fonctionnement de la justice, peut-être. On a encore 5 minutes. Je voulais soulever l'histoire du statut de l'opposition, mais bon. Oui, allez-y, très rapidement. Juste parce qu'on a soulevé ces questions éminemment importantes, parce que justement, en 2016, on a voté un référendum qu'il fallait matérialiser. On ne l'a pas fait sur le statut de l'opposition, les chefs de l'opposition. Et depuis qu'on a parlé des chefs de l'opposition, bien entendu, on a vu des chefs de l'opposition, des leaders en tout cas, commencer à s'activer, parfois d'une façon même très, très passionnée, sur le landerneau. Sur la base justement des résultats de la présidentielle. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que face à Macky, l'opposition est restée quand même plus ou moins timorée et par rapport à sa posture, véritablement, ce qu'elle devrait faire véritablement pour s'imposer? Il y a beaucoup de contradictions, comme je l'ai dit, au niveau de l'opposition dans les différentes postures. Aujourd'hui, je vous ai dit tout à l'heure, on ne peut pas aujourd'hui mettre en avant les chiffres des résultats que nous avons communément contestés et condamnés d'une certaine manière. Ça pose un problème de cohérence d'une certaine manière. Mais pour revenir plus sérieusement à cette problématique du statut de l'opposition, qui est un vrai serpent de mer qui se pose et qui n'est jamais résolu. Moi, à l'époque, j'étais étudiant en 98 à la fac de droit ici. Un de mes professeurs de droit constitutionnel, le professeur El Hadj Mbodj, était en charge je le connais. De faire cette étude. Mbodj. On l'a un peu même secondé, relu les lectures, parce que j'étais étudiant à l'Institut des droits de l'homme et de la paix. Il nous a fait l'insigne honneur de nous impliquer dans ce travail. Et il devait faire un rapport à Abdou Diouf. Il l'a fait en faisant du droit comparé, en prenant le modèle britannique, le modèle canadien et d'autres modèles français d'une certaine manière. Abdou Diouf a perdu le pouvoir. Abdoulaye Wade est venu.
Ça veut dire que quand même, ça fait plus de 23 ans qu'on est en train de parler du statut de l'opposition. Mais aucun pouvoir ne l'a matérialisé d'une certaine manière. Ce que ça pose aujourd'hui, c'est que, vous l'avez dit, la plus récente des périodes, c'est l'adoption du référendum. Le référendum, à l'époque, on avait posé la question du référendum avec, en même temps que d'autres. Mais Macky Sall, il a mis en œuvre, par exemple, la réduction du mandat, il a donné un effet immédiat, et tous les autres. Mais le statut de l'opposition jusqu'à présent, il fait miroiter à l'opposition. C'est une manière aussi de cristalliser des espoirs des opposants potentiels, d'une certaine manière, qui prennent peut-être en plus, et à partir de là, peut-être de les mettre dans des postures où ils ne pourront pas, ils resteront timorés, parce que vous savez, si vous voulez être crédible en politique, il ne faut rien attendre ou rien devoir à quelqu'un. Sinon, c'est pas. Sinon, vous ne pouvez pas vous opposer. C'est comme dans la presse. Et c'est toute la problématique. C'est toute la problématique qui se pose. Aujourd'hui, quel regard vous portez sur la justice sénégalaise, le fonctionnement et surtout cette affaire Téliko qui fragilise un peu la magistrature? Écoutez, aujourd'hui, on n'a pas besoin d'être expert pour savoir que la justice sénégalaise traverse une crise institutionnelle. Cette crise, elle est multiforme, elle est protéiforme. D'abord au niveau des magistrats, pour la première fois dans l'histoire politique du Sénégal, nous avons quand même assisté à des échanges épistolaires entre magistrats. Ce qui était plutôt le propre des avocats, parce que c'était leur mission naturelle d'une certaine manière. Mais tout cela finit par fragiliser la confiance des citoyens vis-à-vis de cette institution. Et c'est très dangereux, parce que la justice est l'ultime rempart. Je le disais tout à l'heure. La démocratie, c'est le dialogue, c'est le désaccord. Ce sont les conflits. Mais quel que soit le niveau de désaccord, c'est finalement la justice qui doit trancher. Et une fois que la justice a tranché, effectivement, tout le monde doit s'en tenir. Maintenant, si l'institution judiciaire est fragilisée, si l'institution judiciaire est désacralisée, les gens n'auront plus de confiance en cette institution. Et finalement, ils auront la tentation de vouloir régler eux-mêmes leurs problèmes. Et tout cela nous amène quand même à une nécessité de repenser la problématique de la justice. Moi, je suis pour un dialogue ouvert, un grand débat national sur la justice, c'est-à-dire les états généraux de la justice, où on aura tous les acteurs, citoyens, juges, magistrats et autorités étatiques, pour essayer quand même de réfléchir sur quelle justice nous voulons pour les années à venir pour le Sénégal. Et l'affaire Téliko contre Maître Sall, elle vous inspire quoi? Écoutez, pour l'instant, je n'ai pas de commentaire particulier à faire. J'ose espérer que Téliko va passer devant effectivement ses pairs. Le 28 prochain. Et qu'ils diront le droit. Et peut-être, c'est une occasion pour eux, c'est un test pour eux de pouvoir affirmer leur autorité, mais leur capacité à s'auto-réguler, donc partant leur indépendance. C'est sur ce mot, oui, que se referme ce grand oral. Nous avons été un peu perturbés par la scène guinéenne, mais c'est l'actualité aussi. Et je rappelle que vous aurez une édition spéciale sur la Guinée. L'information, c'est qu'Alpha Condé passe au premier tour de cette présidentielle avec 59%. Et c'est un peu plus de 33%. C'est Alain Diallo, le candidat de l'UFDG. Merci, Maître Abdoulaye Tine, d'avoir été l'invité de ce grand oral, tantôt sénégalais, tantôt guinéen. Merci, madame. Merci, Hassan. C'était un plaisir d'échanger avec vous, surtout dans ce contexte particulier où tout nous pousse en tout cas à prendre nos responsabilités et à essayer quand même de se positionner de manière claire par rapport à ces questions d'intérêt national et international. Merci. Je rappelle que nous recevions le leader de l'Union sociale libérale, avocat au barreau de Paris et spécialiste aussi du Conseil de sécurité de l'ONU. Merci Hassan d'avoir co-animé. Merci Fatou, c'est toujours un grand plaisir. Merci Maître. Merci, voilà, merci aussi à Léon Paul Mendy pour la partie technique et à Elisabeth Diatta pour le portrait. Fatou Thiam Gometti au micro. À samedi prochain, Inch'Allah, pour un autre grand oral. Passez un très bon week-end.